sur des événements qui se sont déroulés ces derniers jours du côté de Madagascar. Après des soulèvements populaires portés par la jeunesse, la fameuse Gen Z, d'abord réprimés sauvagement par les forces de l'ordre, ce qui a malheureusement coûté la vie à 22 manifestants, une partie de l'armée s'est jointe au peuple. La conséquence immédiate a été la fuite rocambolesque du président Ange Radzoel et de ses proches évacués par l'armée française et qui ont déposé leurs bagages à Dubaï. La deuxième conséquence a été la destitution du fuyard par l'Assemblée nationale malgache, suivie de la prestation de serment du colonel Michael Randrianirina de l'unité de l'armée appelée CAPSAT comme nouveau président de la République devant la haute roue constitutionnelle. Et enfin, la troisième conséquence, qui est celle que je vais analyser plus en profondeur aujourd'hui, c'est la reconnaissance par la France des nouvelles autorités malgaches et surtout ce qui se cache derrière l'attitude de l'Élysée, du Quai d'Orsay et de leurs exécutants. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés récemment à mes chaînes, ainsi qu'un rebonjour à tous ceux qui m'accompagnent depuis longtemps. J'ai été un peu absente ces derniers temps pour gérer les urgences que vous savez. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, alors vous pouvez aller regarder la vidéo qui s'affiche quelque part à l'écran. Mais je vais dorénavant revenir plus régulièrement sur vos écrans, ce qui, je crois, ne va pas plaire à nos adversaires et vous m'envoyez enchanté. C'est parti pour Madagascar. Ces dernières années, on observe un deux poids, deux mesures de la France et de l'Europe face au coup d'État qui se normalise en Afrique. C'est ce qui m'a amené à déclarer que pour l'Élysée, il y a des coups d'État haram et d'autres qui sont halal. Au Sahel, on avait affaire à la première catégorie, les renversements de l'ordre constitutionnel au Mali, au Burkina Faso et au Niger n'ont visiblement pas été du goût de Paris, qui dans le cas du Niger a même mobilisé 2000 hommes dépêchés en urgence à Abidjan pour envahir le Niger et rétablir son agent déchu Mohamed Bazoum. Cette entreprise machiavélique et criminelle a fort heureusement été tuée dans l'œuf par la solidarité démontrée par le capitaine Ibrahim Traoré et le général Assimi Goïta, qui avaient fait savoir le 1er août 2023 que toute agression du Niger serait considérée comme une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Par contre, on a pu observer une attitude tout à fait différente concernant les coups d'État au Gabon, au Tchad et même en Guinée. Là, visiblement, les putschistes faisaient bien l'affaire de Paris, même si les choses ont évolué dans certains cas par la suite. Et c'est la même mansuétude dont il est question ici. Les organes officiels de propagande du Quai d'Orsay ont soigneusement évité de qualifier le colonel Michael et ses compagnons de junte, faisant part de la volonté de Paris d'accompagner les nouvelles autorités. Ce qui pour certains peut être surprenant, vu que le président renversé est un citoyen français. Oui, oui. En effet, entre deux mandats à la tête de Madagascar, Radzoel, lui-même arrivé au pouvoir par un coup d'État, également opéré par le CAPSAT en 2009, avait trouvé utile d'acquérir la nationalité française. Une des grilles de lecture géopolitique est l'analyse des prises de position de certains pays face aux événements qui se déroulent dans le monde. La réaction pour le moins accommodante de la France face au changement de pouvoir à Madagascar doit nous alerter. Aurions-nous affaire à des putschistes halal? Je vais vous dire le fond de ma pensée. Je ne suis pas convaincue que la France soit à la manœuvre à Madagascar. Je crois plutôt qu'elle a été dépassée, surprise par les événements, comme au Tchad après la mort brutale de Idriss Déby père
et qu'elle essaie, par son attitude conciliante, de sauvegarder ses intérêts dans la région. Mais quels sont-ils? Eh bien, ils se focalisent autour de deux lieux, les îles Éparses et le canal du Mozambique. Allez, on va voir de quoi il s'agit. Les îles Éparses sont 5 territoires de l'océan Indien, les glorieuses Ruan de Nova, Europa, Bassas da India et Tromlin, qui ont été occupés par la France à la fin du 19e siècle et administrativement intégrés à Madagascar pendant la colonisation. Mais lorsque Madagascar accède à l'indépendance en 1960, Paris conserve ces îlots sous sa souveraineté, en violation du principe de lutis posseditis iuris, qui voulait que les frontières héritées de la colonisation soient maintenues au moment de la décolonisation. Que ce soit à l'époque comme aujourd'hui, la France campe sur son attitude de chef bandit, parce que ces îlots, d'une superficie cumulée de 45 km² et inhabités en grande partie, sont essentiels à sa survie géopolitique, géostratégique et économique. Je vous explique. Les îles Éparses sont positionnées dans une des voies maritimes les plus stratégiques du monde, le canal du Mozambique, situé entre Madagascar et le Mozambique et reliant la partie sud de l'océan Indien à la mer d'Arabie et au canal de Suez. Dans une précédente vidéo qui s'est avérée être prophétique, comme souvent, et qui s'affiche quelque part à l'écran, je vous parlais de l'importance stratégique pour les États-Unis d'un autre canal, celui du Panama. Eh bien, celui du Mozambique est tout aussi précieux pour la France. En effet, en maintenant sa colonisation sur les îles Éparses, la France dispose de bases avancées pour la surveillance maritime et de points d'appui militaires sur une route commerciale cruciale pour l'approvisionnement énergétique et industriel du monde. Ce sont en effet 30% du trafic mondial tanker des hydrocarbures en provenance du Moyen-Orient vers l'Europe, l'Amérique et l'Asie qui passent par le canal du Mozambique. Donc, du pétrole brut, des produits pétroliers raffinés, du gaz naturel liquéfié et du GPL. Et ça, c'est sans compter les 31% de volumes mondiaux de transport de charbon et minerais comme le fer, le cuivre, le cobalt, la bauxite en provenance d'Afrique vers l'Asie. À cela s'ajoutent bien sûr les conteneurs de biens manufacturés dont le volume a augmenté, notamment depuis que les Houthis ont commencé à envoyer de jolis petits missiles en mer Rouge en 2024. Être le seul pays européen à avoir une présence dans cette partie du globe qui est largement investie par la Belt and Road Initiative chinoise est essentiel à la prétention de puissance de la France, qui peut justifier face à ses camarades européens le siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU qu'elle squatte depuis 1945, alors qu'elle faisait partie du camp des vaincus de la Deuxième Guerre mondiale. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Ainsi, dans un avenir prochain, pourrait être allégé le poids des souffrances de notre pays, améliorer le sort de nos prisonniers, atténuer la charge des frais d'occupation. Ainsi, pourrait être assouplie la ligne de démarcation et faciliter l'administration et le ravitaillement du territoire. Cela donne aussi aux Français les moyens de créer discrètement les conditions du désordre dans la région. Et ce n'est certainement pas par hasard si le terrorisme fleurit au Cabo Delgado, adjacent au Rovuma Basin, où Total Energy, Eni et ExxonMobil explorent et exploitent des blocs gaziers. Car la France et les Occidentaux s'arrangent toujours pour sponsoriser les terroristes, ce qui leur permet, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, de sécuriser militairement leurs intérêts énergétiques. En l'occurrence, ils procèdent de deux façons. Premièrement, en sous-traitant l'aspect militaire onshore au Mozambique avec le Rwanda, conformément à la stratégie d'invisibilisation énoncée par Macron il y a 2 ans. Et deuxièmement, en tentant de convaincre les autorités tanzaniennes de la nécessité d'une présence militaire française sur leur sol à la frontière avec le Mozambique. Les 5 petits îlots occupés dans l'océan Indien confèrent par ailleurs à la France 640 000 km²
de zones économiques exclusives qui s'ajoutent à ceux des autres territoires encore sous colonisation française comme la Martinique, la Guadeloupe, la Kanaki, la Réunion, la Polynésie, la Guyane, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Clipperton, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et les terres australes et antarctiques, lui permettant d'usurper le deuxième espace maritime mondial derrière les États-Unis, avec plus de 10,2 millions de kilomètres carrés de ZEE, dont seulement 3% sont dus à son territoire métropolitain. La France, quand on l'aura réduite à ses frontières hexagonales, redeviendra un mini pays comme l'Italie, la Grèce ou le Portugal, ou peut-être même plus bas. Mais c'est quoi une zone économique exclusive? Bien, tout d'abord, il faut savoir que c'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée en 1982 à Montego Bay, en Jamaïque, et entrée en vigueur en 1994, qui fixe les droits et devoirs des États en mer. Comme tout ce qui a été conçu par l'ONU, la CNUDM a pour but de pérenniser la colonisation en octroyant à des États impérialistes une extension de souveraineté sur des territoires ultramarins qu'ils se sont accaparés via la colonisation. Donc, non seulement une ZEE est un outil géopolitique majeur parce qu'elle étend la souveraineté d'un pays sur des zones lointaines, mais c'est aussi et surtout un territoire économique invisible, source de richesse en termes de pêche, d'énergie, de minerais, de biodiversité, puisque l'État qui bénéficie de la zone économique exclusive est l'unique propriétaire de tout ce qui se trouve sur les terres, mais surtout dans et sous la mer, dans un rayon de 200 000 marins, c'est-à-dire 370 kilomètres autour des terres ultramarines. Vous comprenez donc pourquoi la France s'accroche avec virulence à ces colonies d'outre-mer. Vous comprenez pourquoi le feluquet drogué de l'Élysée a jugé nécessaire d'aller réaffirmer la souveraineté française sur les îles éparses à partir d'un îlot des Glorieuses en 2019. Et je voudrais que nos concitoyens qui peuvent parfois voir cette image et qui se disent c'est formidable, ils sont complètement déconnectés, dans l'Hexagone, il y a les grèves, et là ils sont à la plage. Non, c'est pas que la plage. D'abord, c'est la France. C'est la France. Et c'est une formidable richesse et c'est notre fierté. Et donc, quand je dis que la France est un pays archipel, c'est aussi que nous sommes un pays monde. Et que, par notre histoire, nous avons une conscience universelle. Et que nous avons ici des scientifiques français, des militaires français, des fonctionnaires français. C'est pas un concept, une idée creuse quand on dit que la France a quelque chose à jouer ou à dire au monde. Non, il ne s'agit pas de 5 petits cailloux inhabités perdus dans l'océan, comme certains ignorants d'ici et d'ailleurs l'affirment, mais bel et bien d'exploitation, d'exploration de pétrole, de gaz, de sable, de modules polymétalliques, de ressources halieutiques, d'énergie marine renouvelable, d'autonomie énergétique, de contrôle stratégique, de routes maritimes, de câbles sous-marins et de zones militaires. Enfin, une autre raison de l'attitude conciliante de la France avec le nouveau régime est le fait qu'il y a 17 500 migrants français à Madagascar. En 2025, des accords bilatéraux ont été renforcés dans les domaines de l'énergie, des infrastructures, de la santé, de l'éducation, de la sécurité alimentaire et de l'environnement. La France est le premier partenaire commercial de Madagascar avec des échanges bilatéraux dépassant 1 milliard d'euros par an depuis 3 ans. Des entreprises françaises comme Total Energy, Vinci, Eiffage, Orange ou Bolloré ont investi massivement dans l'énergie, les télécoms, l'agriculture, les ports, etc. Madagascar est riche en minerais critiques, essentiels à la transition énergétique européenne, et en produits comme la vanille, dont 80% de la production mondiale proviennent de la Grande Île. Le rejet de la France, déjà patent au sein de la population à cause de l'occupation des îles éparses, s'est renforcé après l'ingérence impérialiste française qui s'est permise de soustraire son laquais Razoël à la colère du peuple. Les derniers actes posés par l'ex-DJ démontrent qu'il n'avait plus d'autre choix que d'assumer sa reddition à la France. Il a gracié 2 agents français qui avaient tenté de le renverser en 2021 et été condamnés à 20 et 10 ans de prison. Et il a nommé comme conseillère spéciale une certaine Lova Rinel, une des
11 petites marionnettes Bounty sélectionnées par l'Élysée pour donner la réplique à Macron lors du cirque France-Africain de Montpellier en 2021. Lovarinel, qui était par ailleurs membre de la Commission française de régulation de l'énergie, avant son éphémère nomination de la semaine passée. Car même si au début de son premier mandat, Rajoel avait fait preuve de fermeté concernant l'exigence de souveraineté malgache sur les îles éparses, son attitude s'était totalement ramollie avec les années, allant même ces derniers mois jusqu'à reprendre la sémantique élyséenne pour parler de coopération, d'amitié, de partenariat, en lieu et place d'une revendication de restitution pure et simple. Il faut dire que depuis 2014, juste après la fin de son premier mandat comme président de la transition, Rajoel était devenu ressortissant français. Ce n'est donc jamais d'égal à égal qu'il discutait avec Emmanuel Macron, mais dans la position d'un citoyen qui parle à la plus haute autorité de son pays. Tari marche donc sur des œufs à Madagascar, et c'est ainsi qu'elle s'est abstenue de condamner le coup d'État, tout en se dépêchant de faire part de sa disponibilité à accompagner une solution inclusive et respectueuse de la légalité, comme si la France avait une quelconque leçon à donner à qui que ce soit en la matière. Il appartiendra à la jeunesse malgache de faire preuve de discernement et de s'assurer que sa révolution ne soit ni volée ni détournée. Les nouvelles autorités à Madagascar semblent décidées à être du bon côté de l'histoire. Le colonel Michael, dans une interview post-investiture, a ainsi fait part de sa volonté de rupture totale avec ce qui se faisait précédemment. Ce qu'on veut, c'est la rupture totale avec ce qu'on a fait avant. La rupture avec ce qui s'est passé avant, la rupture avec le passé, c'est tout. Mais la rupture, quand on est président de la République, ce n'est pas dans la bouche, c'est dans les actes. Le premier pas vers la rupture et donc vers la crédibilité de ces annonces, c'est de mettre fin à l'opacité et à l'omerta qui entourent les clauses cachées et les circonstances de signature des contrats existants. Il faut une dénonciation de tous les accords qui font que les matières premières de Madagascar ne bénéficient pas jusqu'ici au peuple malgache, comme les dirigeants des États de la Confédération AES l'ont fait au Sahel. C'est là qu'on va attendre le colonel Michael et son gouvernement. Et on est vigilant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.